troisième numéro de Casa sans frontières. Vous nous suivez partout sur nos réseaux sociaux et à travers la chaîne principale, La Voix du Sud. Des milliers de jeunes en quête de l'Eldorado périssent en mer chaque année. Pourtant, les embarquements continuent. Quels en sont les facteurs expulsifs? Est-ce que les jeunes Africains sont-ils vraiment obligés de quitter leur pays pour réussir? Mesdames, Messieurs, bonjour. La migration clandestine, tel est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour en discuter, Taïnyangui Ak, Monsieur Souleymane Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Jennifer. Pouvez-vous nous faire le plaisir de vous connaître davantage? Je m'appelle Souleymane Diallo, je suis journaliste de formation, diplômé avec une licence en journalisme, mais également un DES en communication. Je suis fondateur des Studios du Sud, qui est un cabinet de conseil en communication, mais également de création audiovisuelle. On accompagne des entreprises dans leurs firmes institutionnelles, mais également dans l'élaboration de leur stratégie de communication. L'objectif, c'est d'apporter notre pièce par rapport à une construction de narratif puissant sur le continent africain. Donc c'est ce qu'on fait et on le fait à partir de la Casamance. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors l'on parle de la migration clandestine avec ses lourdes conséquences. Mais Monsieur Diallo, selon vous, que signifie vraiment migration clandestine? Alors, la migration clandestine, c'est le moteur, en réalité, on va dire, de l'histoire de ce monde. Depuis très longtemps, des gens partent, les peuples se déplacent à la recherche de l'Eldorado. Et quand on parle aujourd'hui de migration, dans le contexte, on parle de plus de 230 millions de personnes qui se sont déplacées. C'est à peu près 3,6% de la population mondiale. Donc, c'est hyper important dans le contexte où on parle et souvent c'est pour plusieurs raisons, parce que derrière chaque pirogue il y a une histoire. C'est une personne qui cherche une meilleure situation financière, c'est une personne qui cherche une meilleure situation humaine. Donc il y a plusieurs phénomènes qui entrent en jeu, mais on peut pas en fait, c'est en réalité l'histoire du monde, en fait, la migration. Mais selon chaque contexte ou bien chaque situation, ça peut différer. Est-ce qu'on peut dire que la migration clandestine est plutôt une question de survie ou de désespoir? Alors, quand on parle de migration, comme je l'ai dit, en fait, c'est plusieurs aspects qui entrent en jeu. Il y a l'aspect économique. Il y a des gens qui se déplacent parce qu'il faut une meilleure situation économique. C'est parce que aujourd'hui, on a des ressources peut-être qui sont limitées, de ressources financières. On a du mal à prendre soin de sa famille. On vit une pression familiale ou bien sociale. Donc, on part, on quitte là où on est né. Mais on ne quitte pas de gaieté de cœur. D'accord? On part toujours à la recherche de meilleurs vivre ensemble. Donc, pour répondre à ta question, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. C'est une situation économique, c'est une situation sociale, c'est une situation politique également, parce qu'il y a des gens qui partent, mais qui partent parce qu'il y a une situation politique qui n'offre pas une vie stable. Donc, ils partent pour rechercher une meilleure humanité ailleurs. Exactement. Au lieu de la voie légale, les jeunes choisissent plutôt la route périlleuse, la mer, avec des pirogues comme pour dire sauver ou périr. Alors pourquoi prendre tant de risques d'après vous? Quelles sont les raisons expulsives à cela? Là aussi, c'est plusieurs éléments qui entrent en jeu. La situation aujourd'hui, du contexte peut-être que moi je connais le mieux, c'est le contexte sénégalais. Qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui partent en réalité, souvent, c'est des gens qui avaient une activité économique peut-être. Ils étaient pêcheurs. D'accord? Et on a vu récemment tout ce qui s'est passé avec la raréfaction des ressources halieutiques. Nos États, pas seulement du Sénégal, mais d'autres États également, ont signé des partenariats qui ont fait que des pays venaient dépouiller nos mers, nos océans, etc. Donc tous ces pêcheurs, en réalité, n'avaient plus une activité lucrative. Donc la mer qui leur permettait
de subvenir à leurs besoins, le poisson n'y était plus. Ils ont pris la pirogue, qui était leur moyen de travail. Ils se sont dit, on va aller visiter d'autres territoires, on va aller ailleurs. Maintenant, ça se passe, comme tu le dis, avec beaucoup de risques, d'accord? Et d'autres également qui partent parce que il y a une situation économique qui n'est pas propice, parce qu'il y a une raréfaction d'opportunités, d'accord? Ils vivent dans une situation qui est très compliqué où ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, d'accord? Et faut pas oublier que le Sénégal également, c'est peut-être un pays où on remarque beaucoup de déplacements, mais également c'est un pays de transit, d'accord? Il y a beaucoup de jeunes Africains qui quittent leur territoire, ils passent par le Sénégal. Donc on peut parler d'une situation qui n'est pas facile à gérer pour les gouvernants, parce que pour résoudre la question, peut-être il faut offrir de meilleures opportunités à ces jeunes-là pour pouvoir les retenir. D'ailleurs, Monsieur Diallo, n'est-ce pas peut-être le manque d'emploi qui pousse ces jeunes à partir, ou plutôt la pression sociale de réussir à tout prix? Vous savez, il y a un grand mythe dans nos sociétés. C'est un mythe de la réussite à l'étranger. D'accord? Et je crois que c'est un mythe qui a longtemps façonné la conscience collective. Et ici au Sénégal, on voit souvent des familles qui réunissent énormément de moyens pour permettre à leurs enfants de partir. Et pourtant, Jennifer, ces moyens-là pouvaient servir à commencer une activité économique au niveau local. Mais derrière, il y a une pression sociale. C'est comme si pour réussir, il faut forcément partir à l'étranger. Ça, c'est un mythe. Maintenant, c'est un mythe qu'il faut déconstruire. Et déconstruire ce mythe-là, ça demande l'engagement de tout un chacun. Ça demande beaucoup de sensibilisation, une meilleure prise en compte de nos ressources, mais également de qui nous sommes, en fait, pour déconstruire ce mythe-là. Le chômage, tu en parles, oui, c'est un des éléments également. Quand tu es dans un espace, tu es jeune, c'est le moment pour toi peut-être d'aider une famille, de prendre soin de ta famille, de subvenir à tes besoins à toi. Si au niveau de ton réel, d'accord, il n'y a pas d'opportunités qui s'ouvrent à toi et que les passeurs aujourd'hui parviennent très facilement tu vois, à établir le contact et à aider ces gens-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'il y a une grande complicité. Ces jeunes-là, ils ne partent pas comme ça, c'est parce qu'il y a des passeurs qui sont très bien établis et qui connaissent très bien ces rouages-là, qui promettent une arrivée en quelques jours, ce qui est faux. Totalement. D'accord. La mer, c'est l'inconnu. La mer, c'est beaucoup de surprises, d'accord? On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, voici des éléments peut-être qui peuvent constituer des réponses par rapport à ta question. Exactement, mais est-ce que les réseaux sociaux participent à nourrir ce mythe-là d'Eldorado à l'étranger? Énormément. Aujourd'hui, il y a un imaginaire, il y a un récit qui est construit, qui est fabriqué à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Et souvent, c'est un récit qui vend du rêve, qui montre la meilleure partie, ou bien la meilleure facette de l'Occident. D'accord? Et c'est souvent ces contenus-là qui sont publiés, c'est souvent ces contenus-là que les jeunes d'ici se nourrissent. Et c'est ça également qui favorise cette envie tu vois, d'aller et de rejoindre. C'est pourquoi il faut faire très attention parce que l'Europe, que ce soit l'Europe, que ce soit les Amériques, ce n'est pas aussi reluisant qu'on présente. L'Europe aujourd'hui vit une situation très compliquée. L'Europe a déjà du mal avec sa jeunesse, l'Europe a déjà du mal avec ses seniors, l'Europe a du mal avec ses populations. Et accueillir aujourd'hui les autres, c'est encore un nouveau
défi, d'accord, pour eux. Et si tu vois, sur le plan budgétaire, il y a eu beaucoup de restrictions. Exactement. Il y a également une nouvelle forme de coopération qui est établie pour pouvoir former les jeunes à la base, pour les empêcher peut-être, ou bien leur donner envie de pouvoir rester et de profiter des opportunités en local. Exactement. Mais est-ce qu'on peut parler de l'échec de la formation professionnelle ou du système éducatif vis-à-vis de cela? Ce qui est sûr, il y a une inadaptabilité des fois des contenus de formation et de la réalité du marché. Les besoins sont tout autres. Une nation qui grandit, c'est une nation également qui comprend les enjeux de l'heure. Et c'est une nation également qui doivent savoir utiliser des mécanismes pour faire face aux enjeux. Et ceci dit, sur le plan de la formation, il y a une critique énorme qu'on peut apporter déjà à notre système éducatif, ça c'est un, mais également à la formation professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être aller sur des formations qui peuvent aider les jeunes à pouvoir très rapidement s'insérer. Ça c'est un, mais également pouvoir transformer nos ressources. Le problème qu'on a, c'est un problème de transformation. Et la transformation, ça commence par quoi? Par l'industrialisation. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est quoi? C'est-à-dire, il faudrait que nos pays puissent créer un climat qui permettrait, tu vois, de transformer tout en local. Et si ça se fait, mais c'est beaucoup d'emplois qui sont créés, c'est beaucoup de jeunes qui vont être formés dans l'usage de ces industries-là, et je crois qu'on aura moins de départs à mon avis. Effectivement. Et d'après vous, quel sort leur est réservé à ces jeunes-là, puisqu'on voit partout à travers les réseaux sociaux la traque des sans-papiers dans les pays étrangers? Il y a beaucoup de difficultés en fait que l'on voit. Peut-être c'est très compliqué d'en parler si on n'a pas été sur le terrain ou bien si on l'a pas vécu directement. Mais ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est des jeunes qui quittent par exemple le Sahel, qui vont arriver au Maroc, d'accord, qui vont rester dans le sud du Maroc où on retrouve beaucoup de jeunes Africains qui travaillent dans les champs, qui subissent le racisme, d'accord, de l'esclavage, qui subissent, on peut dire, une certaine forme d'esclavage dans la mesure où ils sont dépossédés de leurs ressources, ils sont dépossédés de leur téléphone, ils sont déshumanisés en réalité. Donc sur le chemin, donc il y a beaucoup de difficultés, d'accord, et les passeurs promettent monts et merveilles, mais la réalité elle est tout autre. C'est une souffrance inexplicable. On en a vu des images, on en a vu beaucoup de reportages de la part de journalistes qui ont été sur place. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a une grande sensibilisation qu'on doit faire au niveau local, pour peut-être, pas pour décourager. Parce que moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est-à-dire pour celui qui veut partir, il n'a qu'à s'informer pour trouver les voies et moyens légales pour partir. D'accord? Et pour d'autres, il faudrait également qu'ils s'informent davantage, parce que dans tout ce qu'on dit également, il y a des opportunités chez nous, ici, et c'est souvent des opportunités qui nous permettent de pouvoir commencer sur quelque chose et espérer d'un lendemain meilleur. Exactement, quand vous parlez d'opportunités, vous faites allusion à quoi par exemple pour ces jeunes-là? Quand je parle d'opportunités, je parle beaucoup plus d'entrepreneuriat. D'accord? Moi, je parle de formation qui existe. Quand je parle d'opportunités, c'est également aujourd'hui la terre. Jennifer, il y a 900 millions de bouches à nourrir en Afrique, de corps à habiller, de cerveau à instruire, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? Comment le faire? Par où passer pour le faire? Et voici le rôle que nous attendons de nos États pour offrir une formation digne à nos enfants, ça c'est un, mais également à leur offrir un climat qui est propice aux opportunités et à leur faciliter également l'accès au crédit, l'accès à la terre pour qu'ils puissent travailler chez eux.
Parce que quand on part, on part jamais de gaieté de cœur. On part en laissant toute une histoire derrière. D'accord? Et également, les former. Moi, aujourd'hui, l'Europe ne me charme pas en termes de travail, d'aller chercher un avenir. Je me sens très bien chez moi. D'accord? Parce que j'ai pu détecter des opportunités, parce que je me suis fait un mindset qui me permet aujourd'hui de se dire, bah, écoute, le sort qui m'est réservé demain, bah, je le construis ici. Parce que l'avenir de ce continent-là, en réalité, il est entre nos mains. C'est à nous de le construire. Ok, ne dirons-nous pas que la traversée n'est pas la fin du calvaire, mais plutôt le début d'un autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une compréhension que je pourrais également avoir, d'accord? Ce n'est jamais la fin du calvaire, c'est le début d'une autre traversée, comme tu dis. Parce que ce qu'on va trouver là-bas, ne serait-ce que sur le plan de l'intégration, d'accord? C'est toujours très compliqué de s'intégrer quand on vient pour sa première fois. Bien sûr. Et dans ce processus-là également, il y a la recherche d'opportunités. On est traqué. Si on y est entré de manière illégale, les sans-papiers aujourd'hui vivent beaucoup de difficultés en Europe, mais également des situations qui ne font pas, qui les déshumanisent. En fait, on sait très bien que pour vivre dans ces sociétés-là, il faut avoir un minimum, et ce minimum de revenus, des fois, on ne l'a pas. J'aimerais bien avoir votre perception là-dessus. Est-ce que les jeunes Africains sont-ils vraiment obligés de quitter leur pays pour réussir? Pas du tout. Moi, en 2019, 2020, là, je vous raconte l'histoire d'un frère, d'accord? Le processus s'est commencé. Quelqu'un qui a toujours rêvé de l'ailleurs, qui s'est toujours dit que, en fait, pour réussir, il faut que je parte ailleurs. Son histoire commence par la République de Guinée. D'accord? Il quitte Guinée-Conakry, il rejoint le Sénégal. Il a eu une promesse d'embauche pour les Émirats arabes unis. Donc le Sénégal devient son point de transit. Il passe à l'aéroport et il rejoint Dubaï. Malheureusement pour lui, il reste en zone transit à l'aéroport pendant plus de 15 jours. D'accord? Parce que c'était juste une promesse. Et c'était une promesse en réalité qui vendait que du rêve. D'accord? Donc à qui on parle? D'accord? Quel est notre interlocuteur? Est-ce qu'on a la bonne information? Les autorités ont été obligées de le ramener au Sénégal. Par contre, il passe par la Turquie. Et à ce niveau-là, bah, il subit une répression policière. Il subit un arrêt. Il a été enfermé pendant plusieurs jours, donc en Turquie, avant qu'on lui trouve un vol pour le ramener au Sénégal. Et pourtant, ça ne l'a jamais découragé. Il reprend la route encore, direction Dakar, Mauritanie, Maroc, et in fine en France. Aujourd'hui, il est en France. Parce que pour lui, dans sa compréhension, en fait, la réussite ne peut se faire qu'ailleurs. Il y a un grand mythe autour de ça. Exactement. Et c'est pourquoi moi je vous félicite beaucoup à travers ce contenu-là. Parce qu'il s'agit d'éduquer. Ça, c'est il s'agit de sensibiliser. Et les médias ont un grand rôle à jouer sur cette question-là de déconstruction et de montrer toutes les opportunités qu'il y a sur nos territoires pour pouvoir aider ces jeunes-là à rester. Donc ce qu'on dit, et on le dit très bien au Sénégal, d'accord? Et comment on le fait? C'est à travers un accompagnement. Comment on le fait? C'est à travers une meilleure lisibilité de ces enjeux-là, à travers des structures d'accompagnement. Et c'est ce que Accent fait à Ziguinchor ici. Parce que cette action collective pour une contribution à l'éducation, à l'entrepreneuriat et au numérique des territoires, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est des jeunes qu'on sensibilise, c'est des jeunes qu'on amène à voir d'un autre œil la Casamance et à voir les opportunités qu'il y a en Casamance. Et heureusement, aujourd'hui, nous, on est accompagnés à travers un magnifique projet qui est le projet YE du Consortium Jeunesse Sénégal, qui
dit tout simplement, il y a des opportunités aujourd'hui et ces opportunités-là doivent profiter aux jeunes. Et c'est à travers l'agriculture et ses secteurs sous-jacents. D'accord? Et 70% de cette cible-là est constituée de femmes. Parce que n'oublions pas également, c'est de grandes actrices de cette immigration-là, les femmes. D'accord? On les a vues dans les bateaux, des femmes enceintes, dans des conditions difficiles, compliquées. Donc il faut retenir cette cible-là ici, mais pour la retenir, il faut des opportunités. Et c'est là où on entre en action à travers ce que je viens de vous expliquer. Tel vous l'avez dit, vous pensez que les jeunes Africains manquent d'opportunités ou bien d'espoir en fait? Il ne manque pas d'opportunités. Moi, je ne dirais pas qu'il manque d'espoir également. Parce que l'espoir naît à travers d'une ouverture. L'espoir naît à travers une compréhension. D'accord? Et aujourd'hui, il manque plutôt d'informations. Les jeunes manquent plutôt de structures qui viennent à eux. Vous savez, souvent les structures disent les jeunes, ils ne viennent pas chercher l'information. Je suis désolé, c'est une transformation à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Le produit, il est construit à partir d'une entreprise qui se déploie et qui a envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est à nous d'aller voir ces jeunes-là. C'est à nous de sortir de ces jeunes-là, de l'inespérance dans laquelle ils sont, de leur montrer qu'un autre vécu est possible et il peut se faire à travers une action bien coordonnée, à travers une formation bien établie, une meilleure compréhension des enjeux et c'est à partir de là que l'espoir renaît et nous ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Chers internautes, vous qui nous regardez et nous suivez de partout, ce sujet nous concerne tous. Alors dites-nous en commentaire, selon vous, pourquoi les jeunes prennent tant de risques? Et est-ce que vous aviez été en contact avec des personnes qui ont vécu, tenté l'Eldorado? Mais surtout, quelles solutions proposeriez-vous pour freiner ce phénomène? Vos réactions nourrissent ce débat. Alors, n'hésitez pas de partager vos idées et vos témoignages. Alors, Monsieur Diallo, dites-moi, le Sénégal fait partie des pays d'embarquement avec plusieurs zones de départ, notamment Kafountine en Casamance, Mbour, Dakar. Est-ce qu'on pourrait parler d'échecs de nos pays dans la lutte contre la migration clandestine? Moi, je ne parlerai pas d'échec. D'accord? Il y a eu plusieurs actions et c'est souvent des actions qui ont été coordonnées. À ce niveau-là, je crois que ce qui se passe pour le Sénégal, c'est ce qui se passe pour les autres pays. Ce qu'il faut voir et ce qu'il faut faire surtout, c'est de revoir les accords. D'accord, qui ont été signés, d'accord, et qui poussent aujourd'hui des pêcheurs, par exemple, de vivre de la pêche, mais bon, aujourd'hui, on voit que les mers les océans n'ont presque plus de poissons. Et ces pêcheurs-là, aujourd'hui, quittent le Sénégal, d'accord. Donc, il faut revoir les accords. Dans quel cadre tout ça évolue, d'accord, et qu'est-ce que nous devons faire pour retenir notre jeunesse ici. Et ça, c'est une action coordonnée qu'on doit faire. C'est beaucoup de travail et c'est également des moyens, d'accord, pour permettre à ces jeunes-là de profiter des opportunités. Exactement. D'accord, leur offrir un cadre de formation qui leur permettrait de se renforcer davantage et de leur faciliter l'accès aux moyens. D'accord. Aujourd'hui, avoir de la terre est très compliqué. Aujourd'hui, avoir un crédit est très compliqué. D'accord. Avoir un financement également est très compliqué. Et faire surtout de l'accompagnement qui est adapté. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton rêve? Le rêve, il est comment? Le rêve de tous ces jeunes-là, c'est de réussir. Exactement. D'accord. Donc, comment on les accompagne? Comment on leur ouvre les opportunités, mais également leur faciliter également pour ceux qui ont envie de partir. Moi, ce que je dis, et je le dis souvent, il y a des gens qui aiment partir. Partir fait partie aujourd'hui de peut-être ce qui nous anime, voyager, aller découvrir l'ailleurs. Mais comment on le fait? D'accord. Il faut renforcer ces coopérations qu'on a souvent avec les pays européens, d'accord. Et parce que eux aussi, ils ont besoin de cette main d'œuvre là. Bien sûr. D'accord. Mais nous aussi, cette main d'œuvre là, on doit chercher à la retenir
d'accord, et à leur offrir une vie beaucoup plus digne, beaucoup plus respectable, où ils puissent s'épanouir. Exactement. Aujourd'hui, on voit la plupart des jeunes vouloir prendre ces pirogues. On voit des femmes enceintes, des bébés de moins d'1 an. D'après vous, qu'est-ce qui pousse vraiment ces passeurs à accepter ce genre de choses? Sachant que la mer n'est pas quelque chose de très facile. On dira aujourd'hui que la mer est l'un des plus grands cimetières au monde. Qu'est-ce qui pousse ces passeurs à continuer de faire ce boulot-là? Écoutez, c'est parce qu'ils ont une cible. D'accord? Et cette cible-là vit le désespoir. Et je t'apprends rien. Au détriment de leur vie. Je t'apprends rien quand tu vis le désespoir. Des fois, tout ce qu'on te raconte, en fait, facilement, voilà quoi, ça peut te faire rêver. Et c'est ce qui se passe. Et ces passeurs-là utilisent en réalité ces gens-là pour nourrir leur business. D'accord? Et ils le font sans pitié. C'est pourquoi les moyens de répression, on doit les alourdir. Oui. D'accord? Les autorités doivent être beaucoup plus regardants sur cette question-là. Il y a celui qui veut partir, certes, mais il y a l'autre qui l'utilise pour nourrir un business. Il y a l'autre qui l'utilise pour se faire beaucoup d'argent à travers cette action-là. Et c'est souvent des pirogues qui n'arrivent jamais. D'accord? C'est beaucoup de détresse. Oui. C'est beaucoup de gens qui meurent sur la voie de la Méditerranée. Et comme vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que les autorités combattent réellement pour mettre fin à ce fléau? Il y a des efforts qui ont été faits. Je crois que ça fait juste 1 an, si vous vous rappelez bien, l'année dernière, à cette même période-là, on a vu le président Bassirou Diomaye Faye sur une plage de Mbour pour constater les dégâts, parce qu'il y avait une pirogue qui avait chaviré à cette époque-là. Et je crois qu'il y avait une prise de conscience réelle, et il y avait eu des engagements à l'époque pour la répression de ces passeurs-là. Et je crois que ça se fait aujourd'hui, jusqu'à présent. Maintenant, ce qu'il faut continuer à faire, c'est de travailler en étroite collaboration également avec les autres pays. Parce que ce que l'Espagne fait aujourd'hui pour la surveillance de ces côtes, ce que le Sénégal fait pour la surveillance de ces côtes, mais également voir ce que les pays frontaliers, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, les autres pays, font avec le Sénégal. Continuer à renforcer cela pour asseoir une meilleure surveillance, mais ne pas toujours être dans la répression. D'accord? Il faut avoir une force de proposition, parce que ce qu'il faut faire en réalité, c'est leur offrir un espace d'épanouissement. Et l'espace d'épanouissement, ça demande de l'ingéniosité, ça demande une politique souple, une politique qui pense à l'avenir de ces jeunes-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est avec ces jeunes-là qu'il faut compter, parce que c'est la plus grande population d'Afrique en ce moment. Bien sûr. Comme nous l'avons dit au départ, pour pouvoir faire ces voyages, ces jeunes dépensent des centaines de mille. Vous ne pensez pas qu'avec cet argent, il serait préférable de l'investir dans quelque chose et de se dire que je peux réussir moi aussi dans mon pays, de façon à ce que demain, je puisse avoir assez d'économies pour aller de façon légale dans le pays de l'autre? Vous savez, c'est un sujet très sérieux, mais en même temps, c'est très drôle. Qu'est-ce qui fait drôle? C'est une vidéo que moi j'ai vue sur Internet récemment. Un jeune Sénégalais à qui on dit, si tu as 400 000, 500 000, pourquoi tu prends la pirogue? Tu peux investir ça ici. Il dit non, d'accord? C'est-à-dire, c'est de l'argent, si tu l'as ici, les gens vont venir te le demander et tu seras obligé de leur prêter ça. Ça te montre, en fait, ça en dit long, d'accord, sur ce que nous vivons, en fait, sur notre situation économique. Mais aujourd'hui, la compréhension de ton environnement dépend, la plus grande partie, c'est l'éducation. Exactement. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas un accompagnement, quelqu'un qui ne fréquente pas peut-être une structure, qui ne sait pas qu'avec 500 000 francs, on peut faire beaucoup de choses. D'accord? Avec 500 000 francs,
on peut acheter et revendre et se faire un surplus peut-être de 25, voire de 30 ou de 50%. D'accord? Et voir toutes ces opportunités-là et savoir comment on utilise ce fonds-là, d'accord, pour petit à petit commencer à se faire peut-être de l'argent, ça devient des fois très compliqué parce qu'on n'a pas l'information, parce qu'on ne sait pas. C'est pourquoi tout dépend de ce que nos autorités font en termes d'accompagnement. Tout dépend de l'ingéniosité de nos structures d'accompagnement. Parce que ces jeunes, en fait, ils partent, mais quand ils partent là-bas, mais ils travaillent à longueur de journée. D'accord? Oui. Et c'est un travail qu'ils peuvent faire ici. D'accord? Ils demandent juste beaucoup plus de dignité. Ils demandent juste beaucoup plus de compréhension de la part de ceux qui accompagnent, de la part de nos gouvernants. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a un grand travail qui nous attend parce que c'est un vaste chantier. Exactement. Vous l'avez dit, vous avez parlé d'éducation. Dites-moi un peu, vous ne pensez pas que ces parents-là qui encouragent ces jeunes à y aller, en fait, pourquoi est-ce que ces parents encourageront les jeunes, leurs enfants, à prendre cette route périlleuse-là? Quel est vraiment le facteur déclenchant à tout cela? On l'a dit tout à l'heure, il y a un grand mythe autour de la réussite à l'étranger. Des fois, on voit des parents qui sont prêts à débourser toutes les économies pour permettre à leurs enfants de partir. Et c'est ce que je dis, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est un travail de déconstruction. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est un travail de sensibilisation. D'accord? Dire à ces parents-là qu'ils ont un grand rôle à jouer dans l'accompagnement, dans la formation de ces jeunes-là. D'accord? Il ne s'agit pas de prendre tout un budget et de donner ça à un enfant pour qu'il parte de manière peut-être illégale et très dangereuse. D'accord? Il s'agit de voir avec l'enfant, qu'est-ce que tu as envie de faire? D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ensemble, construire des projets communs. D'accord? Et arrêter toujours penser que la réussite dépend de l'étranger. Et ça, ce n'est pas facile parce que c'est ancré dans notre sociabilité. D'accord? Donc c'est un grand travail d'éducation qu'il faut faire, c'est un grand travail de sensibilisation qu'il faut faire. Et ça, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire parce que les médias, ils ont un grand rôle à jouer là-dessus. Exactement. Et hormis les médias, vous pensez qu'il y a des ONG, des associations qui sensibilisent ces jeunes-là dans la lutte contre la migration? Oui, il y en a. Il y a aujourd'hui des structures qui permettent déjà d'accueillir les migrants de retour, de les permettre de s'insérer dans la société, de leur permettre d'avoir des opportunités et de travailler. D'accord? Il y a également des structures qui participent à la sensibilisation pour montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui là où on vit, en Casamance par exemple. Et nous, c'est ce que nous faisons au quotidien. Parce que moi, dans le travail de communication, de journalisme que je fais également un grand travail dans l'accompagnement des structures. Et aujourd'hui, j'ai donné l'exemple de Accent avec Fatoumata Niagnox. D'accord? On en a plusieurs structures, d'accord, qui font ça. D'accord? Aujourd'hui, le projet IE du consortium Jeunesse Sénégal, c'est de faire comprendre aux jeunes à travers l'agriculture, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. D'accord? Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc, c'est de donner à ces jeunes-là cette information-là, les orienter, les permettre de s'insérer. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et ça, si c'est accompli, je crois qu'à mon avis, on aura fait une grande partie du travail. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite partir à tout prix et à ce parent-là qui finance ce départ? Ce serait trop prétentieux de ma part. Non, pas du tout. Jennifer, de prodiguer des conseils aux parents, aux enfants, aux jeunes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils sachent une chose. Toutes les nations, tous les peuples ont profité de leur jeunesse pour se construire. D'accord? C'est à eux de construire ce pays-là. C'est à eux dont dépend l'avenir de ce pays-là. Donc si on l'abandonne, je ne crois pas
on peut faire quelque chose. Okay. D'accord? On sera toujours dans un éternel recommencement. Et c'est ça qu'il faut éviter. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir l'information qui est accessible. D'accord? Aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir tisser des relations. On a l'opportunité également de voir des structures qui sont là et qui accompagnent ces jeunes-là. D'accord? Il faut aller chercher cette information-là. Il faut être un jeune qui a envie de participer, d'accord, à l'établissement, tu vois, d'une nation forte, d'une nation puissante. Et aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Nous sommes à une partie, à un moment de notre histoire où tous les yeux, comme toujours, d'accord, sont rivés sur l'Afrique. Tout le monde nous regarde. Exactement. Et je crois que on a la jeunesse la plus dynamique, d'accord. On a également une diaspora qui est hyper dynamique. Donc c'est comment rassembler toutes ces énergies-là et faire de ce continent-là, ou bien de nos territoires, des lieux où vivre, d'accord, est bon, des lieux où tout le monde peut vivre, tout le monde peut s'épanouir. Et je crois que c'est ça l'objectif. Aux parents, tout simplement leur dire de dialoguer, de continuer, de partager avec leur enfant, de leur faire comprendre qu'en réalité, partir, c'est bien, d'accord, mais ils ont un objectif ici, c'est de construire ce pays-là, c'est de construire tous ensemble cette nation-là. Et je crois que si on a ça en ligne de mire, et c'est toutes ces énergies-là qu'on peut rassembler pour faire quelque chose de magnifique. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'encontre de ces jeunes Africains-là? Un dernier mot, c'est encore leur dire que les enjeux sont énormes, leur dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, ce que la technologie nous permet de faire, c'est juste magnifique. Donc c'est continuer à s'informer, d'accord, à aller chercher ce savoir-là qui nous permet d'être compétitifs, d'accord, et de compter parmi les nations qu'on cite en exemple. Et pour ça, on a besoin d'une jeunesse consciente, on a besoin d'une jeunesse saine, on a besoin d'une jeunesse également actrice de son développement. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Si les jeunes risquent leur vie, c'est parce qu'ils croient qu'ailleurs, il y a de meilleures chances de réussite. Mais le rêve d'un avenir est certes digne, mais ne doit pas se payer au prix de sa vie. Je vous remercie, chers internautes, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également à l'équipe de La Voix du Sud qui ne cesse de faire un travail formidable. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour votre émission Casa sans frontières. Surtout, restez curieux et ouverts au monde.